Bonjour à tous, nous retrouvons Franck Gaillard qui est IA Cloud Architect Solution chez Microsoft pour parler aujourd'hui, bonjour Franck, Bonjour. pour parler aujourd'hui des principaux case business. Comment on utilise l'IA concrètement, dans quel secteur d'activité, quel métier? Alors, je dirais aujourd'hui, on va retrouver de l'IA générative dans quasiment toutes les industries. Donc ça s'est propagé très vite et il faut voir qu'il y a plusieurs cas d'usage. Alors, il va y avoir des cas d'usage qui vont être propres à chaque industrie et puis il va y avoir des cas d'usage transverses. Typiquement, moi je suis beaucoup sollicité aujourd'hui autour de tout ce qui est recherche documentaire. Donc après, comme autre cas d'usage, on va retrouver tout ce qui est génération de contenu. Alors ça peut être la génération d'images. Donc nous on le voit typiquement, je peux en parler, c'est une référence Microsoft, on a la société Mattel qui utilise DALL-E. Donc DALL-E c'est le modèle d'IA générative qui va créer des images à partir de texte. Voilà, on va dire crée-moi une image qui correspond à ça, ça et ça, et puis il va créer des images. On va aussi faire du résumé de texte. À la fin d'un échange Teams, bien, on va pouvoir automatiquement avoir un résumé avec les next steps et en fonction des personnes présentes. Alors un autre cas d'usage qui est pas mal, sur lequel je suis pas mal sollicité aujourd'hui, c'est tout ce qui est exploitation des centres d'appel. On peut imaginer une architecture très simple où on va prendre le fichier audio, on va faire du speech to text. Donc là on a des modèles aujourd'hui comme Whisper, qui est un modèle donc, qui fait partie de l'offre d'IA générative de Microsoft, qui va automatiquement traduire de l'audio en texte. Sur ce texte qu'on a obtenu, on peut très bien utiliser un modèle de GPT, ChatGPT, pour résumer la conversation en quelques lignes. Et puis, pourquoi pas, imaginer extraire des métriques ou des informations sur le nombre de cas résolus. Mais est-ce qu'il y a des métiers vraiment qu'on sait qui vont être plus impactés que d'autres? Aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de recul, honnêtement, pour dire telle industrie va être plus moteur que telle autre. Alors, si on prend, alors je ne sais pas si on peut faire ce parallèle, mais quand le machine learning, donc qui est pareil, un sous-groupe de l'intelligence artificielle, quand le machine learning est apparu au début des années 90, c'est vrai que les premières industries étaient le monde pharmaceutique, les labos pharmaceutiques côté R&D qui utilisaient beaucoup ces algorithmes-là, le monde bancaire aussi, qui a été très précurseur sur l'utilisation de machine learning pour que ça soit détection de fraude notamment, accord de crédit, enfin toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, j'imagine que ces industries forcément se sont bien appropriées l'IA générative, mais je dirais c'est tellement entre guillemets facile d'utilisation que tout le monde peut être concerné. Est-ce que la limite de l'IA, c'est quand même pas aussi la technicité du prompt? Alors le prompt, il est vrai qu'il faut savoir bien prompter. Alors quand je dis bien prompter, ça veut dire quoi? Ça veut dire être bien précis, bien cadrer la réponse que l'on attend, car sinon on va être sujet à des hallucinations. Ça veut dire que si le prompt n'est pas suffisamment cadré, le modèle va sortir une réponse à côté de la plaque, qui ne va pas forcément nous satisfaire. Alors que plus on va prompter, de façon très carrée par rapport à notre cas d'usage, et meilleur vous allez contrôler en fait la sortie de ce qui va être dit. D'accord? Donc ça c'est une façon de faire. Et alors il y a pas mal de formations autour du prompt, ce qu'on appelle le prompt engineering. Il y a même des nouveaux métiers qui apparaissent de prompt engineer. Gardons en tête que l'IA générative est un outil qui est mis à disposition des humains. Donc l'humain reste maître de cet outil. Et ça doit rester comme ça, justement. On a l'impression que l'IA sera partout, on se dit c'est facile, etc. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui pourront se passer d'IA? On imagine bien que ça peut donc être un assistant, même chez un plombier, pour analyser les factures, pour vérifier des choses, ou je pense qu'il y a peut-être des choses qui pourront quand même... Et j'aime bien ce que tu dis là, ce terme d'assistant. C'est ça, ça reste un assistant. C'est la personne qui va contrôler. Mais effectivement, aujourd'hui, avec les dernières versions de modèles, je parlais de GPT-4, on est sur du GPT-4 Vision. Alors ça veut dire quoi? On parle de modèle multimodal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart jusqu'aujourd'hui, on interrogeait dans le prompt, on mettait uniquement du texte. Aujourd'hui, on peut rajouter une image. Alors je peux prendre une photo par exemple d'une panne
qui a été, je parlais d'un artisan qui arrive, un électricien, voilà, il y a une panne, il ne sait pas trop à quoi c'est dû, il prend une photo et puis il va faire analyser cette photo en disant qu'est-ce que sur ce compteur électrique, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas normal. Et là, si le modèle a appris sur suffisamment d'informations qui correspondent déjà à cette panne, dans le passé qui a déjà été vu, il est capable de dire et de signer, là on s'aperçoit dans telle zone de l'image que ce câble n'est pas branché au bon endroit. Ouais, ça, il est capable. Mais ça va lui permettre d'aller beaucoup plus vite et à la fois de monter en compétence pour des jeunes personnes qui arrivent dans un métier encore qui ne maîtrisent pas tout à fait. Alors, dans les autres use cases, tout à l'heure, je t'entendais parler avec Henrik de use case basés sur des RAG. Alors, qu'est-ce que c'est RAG? RAG, c'est une méthode. Et en quoi ça peut améliorer? C'est un terme barbare qui veut dire Retrieval Augmented Generation. C'est plus une méthode. Alors, la méthode, c'est de dire on ne va pas utiliser le LLM, donc le Large Language Model. Alors, GPT est un LLM. D'accord, LLM, c'est le terme parapluie sous lequel on va retrouver par exemple le terme de GPT, DALL-E, Lama, tout ça, Lama. Ce sont tous des LLM. D'accord. Donc, le RAG, c'est de dire on va utiliser le LLM non pas pour sa connaissance, ce qu'il a appris, mais pour juste sa capacité à formuler un langage naturel. Et on va lui dire, la connaissance, tu vas la chercher dans ce corpus documentaire que je t'indique. Chez moi. Chez toi. D'accord. L'entreprise, voilà, qui va avoir par exemple tous ces documents d'entreprise, que ce soit les emails, les documents partagés au sein de l'entreprise. Je veux que tu trouves la réponse là-dedans. Alors bien sûr, en fonction du chatbot ou de la recherche qu'on souhaite faire, qui va être plus ou moins restrictive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que tous les employés accèdent aux fiches de paie par exemple. Donc voilà, on va réduire, après on va pouvoir mettre des filtres et réduire l'accès à certains documents très spécifiques, d'accord. Mais ça, tout ça se fait, et c'est ce qu'on appelle le RAG en fait. C'est utiliser le LLM pour qu'il aille rechercher dans nos documents à nous. Mais on va l'interroger en langage naturel. D'accord, ce qui fait qu'effectivement, on peut imaginer que dans à peu près tous les métiers, si on l'éduque avec nos propres process, documents, etc., il peut être utile d'une manière ou d'une autre. Il est utile, je dirais même. Il est déjà utile. Très bien, merci beaucoup Franck, et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci, au revoir.